Bon, bah, bonjour à tous et merci d'être présents en nombre pour notre matinée à Prifel qui est organisée cette année avec l'Académie d'agriculture de France, qu'on remercie de nous avoir beaucoup aidé pour monter ce programme. Je vais juste être là, moi, pour être le maître du temps et passer la parole aux différents intervenants. Et je vais pas être plus longue, donc, et laisser la parole à Erwan de Gavel pour l'introduction institutionnelle de notre matinée. Merci beaucoup. Alors, hop, je retrouve la page. Déjà, merci de l'opportunité de pouvoir intervenir ce matin. C'est je crois, la troisième année où la DGL intervient en ouverture, donc on est toujours assez content de pouvoir. C'est moi. Euh, de pouvoir parler de ces sujets qui sont vraiment importants pour nous sur les enjeux de consommation de fruits et légumes, de consommation saine et durable en règle générale, mais de consommation de fruits et légumes. On n'a pas beaucoup de chiffres plus récents en termes d'enquête institutionnelle depuis l'étude Esteban de 2014-2015, en attendant les résultats de l'étude Alban. Mais je pense qu'on a tous en tête les chiffres sur la consommation de fruits et légumes, avec seulement 42% des adultes qui atteignent les recommandations, 23% des enfants. Ça date un petit peu. Ce qu'on a comme chiffre un peu plus récent et qui a fait les titres de la presse dans les derniers jours, c'est les bilans de la consommation des ménages à partir des données Kantar qui ont été publiées par Interfel, où on voit quand même plutôt une tendance à la baisse de la consommation de fruits et légumes. Bon, voilà, ça reste sur les ménages, ça donne pas la vision globale qu'on aura avec l'étude Alban, mais c'est quand même un constat intéressant à identifier. Donc, pour l'étude Alban, on aura quand même normalement bientôt des résultats. L'étude pilote s'est déroulée fin 2024. Le premier cycle de l'étude complète commencera normalement en juin prochain. Et après, ce sera des cycles de 2 ans, ce qui nous permettra vraiment de pouvoir suivre assez régulièrement dans le temps les différents paramètres et notamment la consommation de fruits et légumes. Donc, pour atteindre les objectifs de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, on pilote au niveau de la Direction générale de l'alimentation l'axe D du plan de souveraineté fruits et légumes qui vise à dynamiser la consommation de fruits et légumes en lien avec beaucoup d'autres ministères parce que finalement ça concerne la compétence de beaucoup de collègues différents, que ce soit au niveau de la santé, de la cohésion sociale, de France Agrimaire, de l'éducation, de la culture. C'est un sujet qui emporte beaucoup de compétences différentes. Et donc c'est finalement cet objectif d'augmenter spécifiquement la consommation de fruits et légumes est présent dans le plan de souveraineté dédié, mais ça s'inscrit dans l'objectif un peu global de la politique de l'alimentation, qui est de se rapprocher d'une part des recommandations du PNNS, donc pour les fruits et légumes, mais aussi les légumineuses et tous les groupes alimentaires. D'autre part, avec des enjeux d'amélioration de la durabilité, de la qualité des modes de production. Donc là, on peut citer en restauration collective le périmètre de la loi Egalim, où on avance sur les produits durables et de qualité, dont le bio. Et on a l'objectif de le faire pas uniquement sur la restauration collective, mais aussi sur tous les autres secteurs. Tout ça s'inscrira dans l'objectif de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, dont Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé la mise en consultation auprès du CNA, du CNTE, de la CNS et du CNLE d'ici la fin du mois de mars. Donc ça avance, ça y est. Donc pour rappel, cette stratégie aura pour objectif de déterminer les orientations stratégiques de la politique de l'alimentation à horizon 2030, donc 2025-2030, pour chaque, donc en fixant les grands objectifs et en rappelant tous ceux pourquoi on s'est engagé, que ce soit au niveau international, au niveau national ou dans les différents plans et stratégies, sur les enjeux sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques en lien avec l'alimentation, et à mettre en face des leviers pour atteindre ces objectifs, que ce soit des leviers législatifs, des leviers en termes de politique incitative, pour faire évoluer toutes à la fois les comportements alimentaires et l'environnement alimentaire. Donc sur le volet sensibilisation du consommateur, pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans la dernière année,
en ce qui concerne la consommation de fruits et légumes. On a réussi à mobiliser le programme Lait et fruits à l'école, qui est un programme européen pour aller distribuer des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers dans les écoles, et avec la possibilité de mobiliser une partie de l'enveloppe pour de la communication sur le programme et sur de la sensibilisation et des actions éducatives. Et donc, on a réussi à mobiliser ce programme avec notamment Interfel et Aprifel, avec pour les 2 années scolaires, donc l'année scolaire en cours et la prochaine année scolaire, plus de 3 millions d'euros pour la promotion de fruits et légumes dans le cadre du programme pour Interfel. Et au total, pour les actions éducatives, plus de 3 millions d'euros aussi pour aller mettre en place des actions éducatives pour promouvoir la consommation de fruits et légumes, de lait et de produits laitiers dans les écoles. Et donc une grosse partie de ces actions est portée par Aprifel avec brio. Donc c'est quand même assez satisfaisant de se dire qu'on a pu, voilà, dans une période budgétaire un peu contrainte, mobiliser des crédits qui sont assez importants et assez uniques à ce montant-là pour une catégorie alimentaire, pour pouvoir vraiment promouvoir la consommation de fruits et légumes dans les écoles. De la même manière, on a pu soutenir dans le cadre de l'appel à projet qu'on cofinance chaque année avec les ministères de la Santé, des Solidarités et l'ADEME. Donc l'année dernière, on a soutenu 2 projets qui sont encore en cours dans cet objectif d'améliorer la consommation de fruits et légumes. Donc un projet qui s'appelle Bonus Fruits et Légumes, porté par Aprifel, et un projet Taste qui est co-porté par Vivons en Forme et Aprifel. Donc les deux avec l'objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes. Donc on se mobilise au niveau du ministère dans ce sens-là. Concernant l'éducation et l'alimentation, on sait que c'est vraiment une thématique qui est d'importance pour Aprifel notamment, et puis pour tout le monde autour de la table. On y travaille vraiment activement avec le ministère de l'Éducation nationale. On a une bonne dynamique avec les collègues concernés en ce moment qui se mobilisent de plus en plus. Donc on a toujours les 2 dispositifs qui sont portés historiquement, que sont les classes du goût d'une part, et puis le dispositif plaisir à la cantine d'autre part, pour poursuivre l'éveil du goût chez les jeunes. Et donc oui, sur plaisir à la cantine, on est en train d'actualiser avec le Sénat, le Club Expert Nutrition Alimentation, l'ensemble des documents pour le parcours de formation. Et peut-être citer sur le volet éducation à l'alimentation, la mise en œuvre en 2025 d'une mesure du pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture qui vise à organiser tous les ans un événement fédérateur autour de l'alimentation durable. Et pour cela, on s'est rapproché d'une part de la semaine du goût et d'autre part des journées nationales de l'agriculture pour essayer de rapprocher les 2 événements, de les mettre en cohérence, s'assurer aussi que les messages qui soient passés soient parfaitement cohérents par rapport aux politiques qui sont portées. Donc que tous les livrables soient labellisés PNNS, que tous les messages qui soient passés soient bien cohérents. On sait que ça n'avait pas toujours été le cas par le passé. Là, il y a vraiment eu de la bonne volonté de part et d'autre. Et donc, voilà, en 2025, on va essayer de mobiliser le plus largement possible pour ces 2 événements et qui vont en parallèle se mettre en cohérence et s'assurer d'être dans les clous des messages institutionnels. Sur le volet de l'évolution de l'environnement alimentaire, et ça on le sait, il y a la communication, il y a l'éducation, mais si les environnements alimentaires ne suivent pas, ça ne fonctionne pas. Donc en restauration collective, on voit le bout concernant l'actualisation des règles nutritionnelles en restauration scolaire, donc l'arrêté du 30 septembre 2011. Là, l'ANSES a été saisie l'année dernière à l'été pour valider les règles qui avaient été élaborées par le groupe de travail nutrition du Conseil national de la restauration collective. Donc, on attend l'avis de l'ANSES en juillet prochain. Donc on devrait avoir en 2025 des nouvelles règles concernant l'encadrement des fréquences et des portions en restauration scolaire. Et on avance également sur le pénitentiaire, ça sera publié à peu près en même temps. Et là, les travaux vont démarrer sur les crèches. De la même manière sur la restauration collective, donc j'ai parlé tout à l'heure du programme Lait et fruits à l'école, programme qui est historiquement sous-consommé par rapport à l'enveloppe qu'on a. Là, il y a vraiment une belle dynamique. Sur 2023-2024, on devrait consommer plus de 14 millions d'euros contre 3 millions d'euros en 2020-2021 pour des achats de fruits et légumes, lait et produits laitiers de qualité dans les écoles. Autre volet sur l'accessibilité aux plus précaires, préciser que dans le cadre du programme Mieux manger pour tous, donc qui vise à soutenir les achats des associations d'aide alimentaire,
et donc les achats de fruits et légumes, légumineuses et produits sous label de qualité. Donc le périmètre éligible Egalim. Là-dessus, on a les chiffres sur l'année 2023. Et donc, on a vu que les fruits et légumes ont représenté 62% des achats dans le cadre de ce programme. Donc, les achats étaient laissés assez libres par rapport aux associations tant que ça restait dans le périmètre autorisé. Et donc voilà, 62% des 8400 tonnes achetées dans le cadre de ce programme étaient des fruits et légumes. Donc c'est un vrai gain pour les personnes en situation de précarité qui bénéficient de l'aide alimentaire. Voilà. Un petit mot quand même sur le gaspillage pour dire que une alimentation durable, c'est une alimentation qui n'est pas gaspillée. Ce serait un peu dommage de faire pousser des produits chez nous de manière durable et de qualité pour à la fin qu'ils finissent à la poubelle. Ça, c'est vraiment un axe très important du programme national pour l'alimentation. On y travaille beaucoup avec les collègues de l'environnement et puis de l'ADEME. Le label anti-gaspillage est un outil assez important pour nous aider à faire avancer dans ce sens-là. Le référentiel sur la distribution a été publié il y a 2 ans. Il y a plus d'une centaine d'établissements qui sont labellisés maintenant. Et on est en train de finaliser le label sur la restauration collective et commerciale pour vraiment donner des clés avec à la fois pour le diagnostic, qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, savoir quels sont les niveaux qui sont optimaux en termes de gaspillage et les actions à mettre en œuvre par les gestionnaires de ces établissements pour limiter le gaspillage. Sur les projets alimentaires territoriaux qui sont aussi pour nous un levier pour faire le lien entre la production et la consommation à l'échelle territoriale. On a désormais 452 PAT qui sont reconnus par le ministère. Et il y a eu une grosse dynamique en 2024 pour faire passer ces projets d'une phase d'émergence, une phase un peu prospective d'élaboration du diagnostic, de mise en place d'une gouvernance et à la fin d'établir un plan d'action. Donc on pouvait avoir l'impression que c'était beaucoup de réunions, beaucoup de blabla, mais finalement assez peu d'actions. Là, il y a eu une vraie dynamique en 2024 de passage au niveau 2, donc la phase opérationnelle, où là, le plan d'action qui a été élaboré en lien avec tous les acteurs du territoire est concrètement mis en place. J'avais regardé donc on a reconnu 153 projets en 2025 qui ont détaillé à peu près 1400 actions dans leur plan d'action. Et j'ai fait un petit contrôle F pour regarder fruits et légumes dans ces 1400 actions. Et on en avait à peu près 200 qui concernaient les fruits et légumes. Donc ça peut être assez varié. Ça peut être sur l'éducation, la sensibilisation, les cours de cuisine, la formation des cuisiniers, la restauration collective, l'installation de producteurs, de fermes municipales, la transformation avec des légumeries ou la distribution. Notamment, ça peut être des partenariats avec des GMS ou des magasins de producteurs. Donc les PAT se saisissent vraiment de la thématique fruits et légumes et on y voit un vrai levier pour augmenter la consommation. Ce sera montré après. Il n'y a pas un levier, il y a beaucoup de leviers et on ne va pas y arriver en activant que un ou deux. Il faut vraiment aller sur toutes les thématiques, tous les leviers qu'on peut identifier, de la sensibilisation à l'éducation, à la modification des environnements alimentaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre à la fin nos objectifs. Bonjour à tous, Michel Dron, donc président de l'Académie d'agriculture de France. Je suis toujours étonné pour cette vieille dame qui est née en 1761, qu'il y ait aussi peu de monde qui la connaissent bien. Voilà. Donc d'abord, je voudrais dire que c'est déjà un long compagnonnage avec Aprifel et l'Académie d'agriculture de France, et je suis vraiment ravi que Sandrine Raffin se soit associée à vous pour construire le programme d'aujourd'hui. Sandrine qui appartient à la section 8 alimentation humaine de l'Académie d'agriculture de France, dont la secrétaire est mon amie Sophie Villers-Fourest. Bien, je voudrais quand même vous dire un petit peu quelques mots sur l'Académie d'agriculture de France, qui on est, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on produit et comment on diffuse. Voilà, très brièvement. Hein. Donc, qui on est une assemblée en fait de personnes toutes jeunes, mais quand même une forte expérience, donc ça veut dire pas si jeune que ça. Et donc, moi, ce que je trouve vraiment original à l'Académie d'agriculture de France, c'est qu'on réunit à la fois des compétences pluridisciplinaires. On a des politistes, on a des généticiens comme moi, on a des chimistes, on a des géophysiciens, on a des spécialistes de l'eau. Donc, une très très grande richesse de compétences sur l'agriculture,
sur la forêt, sur l'alimentation, sur l'élevage, pardon, sur les questions environnementales, sur la pêche, sur la mer. Donc on couvre énormément d'institutions, l'INRAE, le CIRAD, l'IRD, l'IFREMER, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, en termes de métier, donc il y a des enseignants-chercheurs comme moi, mais il y a également des industriels comme Jean-Bernard Bonduel, que vous connaissez. On a aussi des hauts fonctionnaires de l'État. On a également donc des agriculteurs. Donc on a à peu près toute la gamme des métiers. En fait, on croise ça sur des sujets dont on se saisit ou dont on nous saisit pour expliciter de manière contradictoire. On est un peu au-dessus de la mêlée, hein, on est plus tout jeune, donc on n'a plus rien à attendre de la carrière. Et donc, pour renseigner, on va dire, bien sûr, la société, mais également les médias, les politiques, etc., pour accompagner, on va dire, des progrès, donc autant que possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se saisit de sujets, comme je viens de le dire, et donc ensuite, on va travailler sous forme de groupe de travail. Et donc, comme ici, on est sur des questions de consommation et d'alimentation, donc, par exemple, en ce moment, on a, je vais dire ce qu'on produit, hein, mais donc on a une série de séances du mercredi autour des questions de précarité alimentaire et également d'évolution de la consommation. Et Pascal Ebel, qui va parler tout de suite et qui est de cette section 8, alimentation humaine, vous allez voir effectivement qu'elle est une très remarquable et très reconnue représentante, visible dans tous les médias, donc possible et imaginable, dont on va vous parler tout à l'heure. Donc en fait, qu'est-ce qu'on produit? On produit des séances tous les mercredis, donc qui sont visibles sur la chaîne YouTube de l'Académie, que vous pouvez voir en direct ou en différé. On est en train de faire évoluer le site web de telle manière que vous pourrez aller voir tel ou tel contenu de la séance par mots-clés. Ce n'est pas encore le cas, mais ça devrait être le cas très très prochainement. On produit des fiches encyclopédiques, comme les 3 que m'a fourni Sophie à l'instant. Donc, vous verrez, si vous allez sur le site web, il y a la chaîne YouTube qui est entretenue par une des collègues, la Christine Ledoux, qui est là. Et donc, donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez aller voir l'encyclopédie. Il y a 700 fiches très pédagogique en 4 pages. Et donc là, je vous en présente 3. Donc, fruits et légumes, quelle salade, hein, c'est absolument normal. La gustation de la détection à la perception, temps sociaux, rythme de vie et conduite alimentaire. C'est pour vous montrer, rien que sur des questions alimentaires, la diversité et la richesse de ce qu'on peut produire. Et c'est pas assez connu. Et ce que je dis, c'est qu'il faut le savoir, il faut le faire savoir, et notamment auprès des étudiants, des élèves, des enseignants, parce qu'il y a une richesse là pour qu'ils puissent construire leur rapport, construire éventuellement des débuts de carrière. C'est vraiment extrêmement riche. Donc, alors, comment on produit? Donc, bon, bien sûr, je vous ai parlé de la chaîne YouTube, je vous ai parlé donc des fiches encyclopédiques, mais on fait aussi des rapports. On a les notes académiques, qui est une revue de l'Académie en ligne. Donc, on organise des colloques, comme aujourd'hui avec Aprifel, avec différents partenaires, avec l'INRAE, par exemple, cette semaine, dimanche. Donc, effectivement, on est extrêmement actifs. Et je trouve dommage qu'il y ait toute cette richesse et que finalement l'Académie, qui est une vieille dame, comme je l'ai dit, depuis 260 ans, soit aussi mal connue. Donc on a maintenant, depuis récemment, un responsable des relations presse et de partenariat avec Damien, qui est ici. Et donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter, au même titre que le secrétariat perpétuel. Donc, donc ma consoeur Chantal Gasquel. Quelques mots introductifs sur la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, je suis généticien, je connais relativement bien les questions de microbiote, et je trouve qu'on a, quand vous regardez ce que fait Joël Doré et son équipe, par exemple, à Jouy, on comprend relativement bien les besoins alimentaires des espèces animales et humaines, hein. Donc, bon, bien sûr, il y a énormément d'études sur le microbiote, mais on sait à peu près exactement quelles molécules il faut pour entretenir l'énergie et le développement cellulaire, la division cellulaire, l'alimentation des différents organes, la croissance, le développement du cerveau, quels sont les acides aminés qui sont absolument essentiels à cela. Et finalement,
construire une ration, excusez-moi, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pour des bovins, c'est relativement simple. Hein. Donc, on définit les besoins, on formule la ration et on leur donne à manger, on ne leur demande pas s'ils sont contents ou pas. Beaucoup d'entre vous sont comme moi, ont eu des enfants et maintenant des petits-enfants. Et je me rends compte, moi, mes petites filles, par exemple, vous pouvez leur présenter des avocats, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et malheureusement, il y a énormément d'enfants très jeunes qui refusent donc des aliments dont on sait dont ils ont besoin. Donc ça a été abordé tout de suite par Erwan et Christelle. Et donc pourtant, comme Erwan, tu l'as montré, on fait tellement de choses pour accompagner. Et tu as reconnu toi-même que finalement, la consommation de fruits et légumes, elle peine encore. Et Dieu sait si les 5 fruits et légumes, ça fait un moment qu'on le rabâche et qu'on le dit, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment des enjeux extraordinaires. Et que ce soit la restauration collective, que ce soit donc, dans plein de champs, on n'arrête pas de... je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire passer, et j'en discute souvent avec Pascal, parce qu'effectivement, le comportement, le psychisme sur les questions d'alimentation sont peut-être pas encore suffisamment abordés pour arriver à progresser dans ce domaine. Donc on va certainement en parler, là, mais je trouve que c'est vraiment des sujets absolument fondamentaux. Parce qu'on sait effectivement, il y a besoin, on va dire, de produits végétaux. Voilà. Pas que, mais il y a vraiment besoin de produits végétaux. Donc, qu'ils soient frais ou transformés, mais ils sont vraiment nécessaires. Et donc, même pour ce qui est des légumineuses, on n'arrête pas de dire il faut des légumineuses, etc. Et donc, bon, ça progresse très très peu vite. Pour des raisons agricoles d'ailleurs aussi, hein, donc dans les rotations, dans les filières. Bien. Je voudrais te dire pour terminer, c'est que, et je te remercie Erwan d'avoir introduit le sujet, c'est que donc je suis président cette année et depuis quelques années à l'Académie, on décide effectivement de prendre un thème qu'on appelle le thème du président ou la présidente. Hein, donc l'an dernier, c'était Marion Guilloux, donc elle avait choisi système alimentaire en Afrique et le développement et donc toutes ces questions. Et donc il y a eu un colloque récemment à l'AFD autour de cette problématique avec des collègues africains. Et moi j'ai choisi, alors bon, pour un généticien de la résistance aux maladies chez les plantes, vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais j'ai choisi perte et gaspillage. Parce que j'ai découvert, alors c'était plus sur les plastiques que ça m'a travaillé, mais il y a une île tout près de Pitcairn qui s'appelle Huntington, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habitants, et ils ont ramassé au mois de novembre dernier 50 tonnes de plastique, mais pas des micros ou des nanoplastiques, hein, vraiment des plastiques, on va dire, qui vous sont délivrés dans les grandes surfaces. Donc il y a vraiment un problème rien que sur l'empaquetage, l'emballage, etc., donc alimentaire. Et donc je me suis dit, mais voilà, quelles sont vraiment les questions, surtout qu'on a des tensions énormes entre l'agriculture et l'environnement. Et donc là, je me dis, on a des questions au niveau de la production agricole, puisqu'on a de plus en plus de maladies, on a de moins en moins de molécules, hein, je ne critique pas ça de disponible, mais on a vraiment une tension, c'est-à-dire qu'il faut presque des surfaces beaucoup plus grandes pour produire la même chose, la même qualité. Et ensuite, il y a tout ce qui est du gaspillage alimentaire dont tu parlais. Guillaume Garot va organiser quelque chose bientôt, j'y participerai. Et une autre question, c'est, je trouve que les citoyens ont de mieux en mieux suivi, on va dire, les règles de tri, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça devient après, hein, d'accord? Et ça, je pense que les citoyens s'en préoccupent pas beaucoup, mais devraient s'en préoccuper. Voilà, je vous remercie. Et donc, je vais laisser la parole aux orateurs suivants. Merci beaucoup. C'est à toi, Pascal. Voilà. Donc, je suis ravie d'être ici au titre de l'Académie d'agriculture. Donc, ce que je voulais vous montrer, ça fait très longtemps que je travaille sur les comportements alimentaires et on avait mis en évidence, il y a une vingtaine d'années, qu'il y avait un effet de génération et un effet de génération qui est vraiment énorme sur les fruits puisque les générations d'aujourd'hui dépensent 8 fois moins que leurs grands-parents pour acheter des fruits. Et donc, ça fait 20 ans qu'on essaye de faire des choses et en effet, on va le voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé et notamment ça a progressé suite au message manger 5 fruits et légumes par jour. On était passé en effet de 23% en 2014 à presque 30% en 2019 de Français, d'adultes qui réussissaient à atteindre les 5 fruits et légumes par jour. Mais depuis, on a subi quand même quelques crises. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est je travaille à la fois avec des enquêtes sur les représentations, donc vous montrer qu'en effet, il y a une envie de consommer des fruits et des légumes, et puis de retrouver des données. Et donc je travaille avec toutes les filières agricoles. Il nous manquait les données de 1 cas,
Et donc on vient de monter une enquête Rollon qui va permettre de mesurer ces évolutions de consommation alimentaire. Donc pour commencer, vraiment prendre en compte ce qui s'est passé avec la crise Covid. Je crois qu'il y a quand même eu des changements très forts. Et c'est de bien comprendre que ce qui aujourd'hui est majeur dans les préoccupations des Français, là c'est vraiment tout sujet confondu, c'est vraiment une progression de ce sujet de santé. Ça arrive ici devant tous les sujets de pouvoir d'achat, d'inflation, de délinquance, de violence, dont on parle beaucoup pourtant. Mais vous voyez, plus 6 points entre 2021 et 2024 sur ces questions de préoccupation santé. Et ce qui a changé, évidemment, c'est cette représentation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette santé? Eh bien, aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, on est beaucoup plus sur la prévention. Alors, notons quand même qu'il y a un sujet qui vient du début des années 90, c'est qu'on a une très forte montée des inquiétudes. Je viens de le remesurer à la question, à votre avis, est-ce que les produits alimentaires présentent des risques pour la santé? Eh bien, l'enchaînement des crises sanitaires, et on en a encore tous les jours, font qu'on a eu des moments où il n'y avait plus de crise, ça stagnait. On était à 70% de Français qui déclaraient que quand ils mangeaient, il y avait des risques importants ou légers pour eux. Et puis c'est remonté puisqu'on a des crises. On est à 77% en octobre 2024. Et quand on regarde, et on travaille beaucoup avec les filières agricoles en question ouverte, dans des enquêtes quantitatives, quelle est pour les fruits, les légumes, les produits industriels, les produits laitiers, la principale inquiétude? On fait ces travaux avec Jean-Pierre Poulain. Eh bien, en mars 2024, le premier, c'est les légumes. Et on va voir pourquoi. En deuxième, c'est les poissons. Et en troisième, c'est les produits industriels. Sur les viandes, les produits industriels qui, à 10 ans, étaient les premiers produits sur lesquels on portait ces inquiétudes, eh bien, ça a baissé. Mais ça ne bouge pas sur les fruits et les légumes qui étaient au plus bas il y a 10 ans. Et pourquoi? Parce que on a vraiment ces questions de santé. Et quand on entend santé, les consommateurs comprennent en fait la dimension systémique, c'est-à-dire que la santé, c'est le One Health, c'est la santé pour soi, mais on comprend aussi la santé pour l'environnement, pour les animaux, pour l'agriculteur. Et donc les inquiétudes les plus importantes, c'est évidemment les produits chimiques de synthèse. On l'a documenté depuis très longtemps par rapport aux autres Européens. Les Français ont très peur de ce qui modifie la nature. Je ne vais pas revenir sur les facteurs qui expliquent ce phénomène. Mais la question des additifs, des colorants et des pesticides, c'est vraiment ce qui inquiète le plus. Et la conséquence, je le dis parce que c'est quand même intéressant, en 2024, la consommation bio, on a fait au Sénat un colloque il y a quelques jours, il y a une croissance de la consommation bio parce que comme on revient en arrière, on fait du backlash avec la loi agricole sur les réglementations sur les pesticides, eh bien les gens reconsomment du bio parce que c'est la première raison de consommation du bio, c'est la santé et c'est cette peur du pesticide. Alors plutôt que de parler de ce qui inquiète, regardons maintenant ce que les Français, à quoi ils pensent quand ils parlent d'alimentation saine et durable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je le regarde en évolution depuis 20 ans, eh bien vraiment, quand on leur demande de parler d'alimentation, le premier terme, c'est toujours agriculture biologique. Et vous voyez que les termes qui arrivent, c'est légumes, c'est fruits, et ce qui est arrivé avec le Covid, c'est le local, qui arrive en 4e. Donc il y a vraiment cette présence à l'esprit. Quand on leur parle de ce concept d'alimentation saine et durable, l'agriculture biologique, c'est celle qui a rassuré ça fait 20 ans que ça rassure, et c'est le premier facteur de rassurance, et en second, le local. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde qui sont ceux qui vont parler des 2 vrais leviers pour aller dans le sens d'une alimentation saine et durable, qui sont le gaspillage, évidemment, de moins jeter, je n'ai que 1% de Français, de consommateurs dans cette représentation-là, qui vont parler de déchets ou de gaspillage alimentaire, et j'en ai que 6% qui vont parler de réduire la consommation de viande ou de végétaliser. Et ensuite, évidemment, il y a des différences. Et ces différences, c'est beaucoup commenté, elles sont sans doute plus importantes, plus polarisées. Eh bien, on va avoir un cœur de consommateurs qui pense avant tout, quand je segmente, au modèle agricole. 31% sur le modèle agricole, et ils vont parler d'agriculture raisonnée, parce que c'est ce dont on parlait dans les années 80. Pas beaucoup d'agroécologie et beaucoup de bio. Et puis, il y a une autre partie, 20%, qui vont parler du modèle agricole, mais aussi évidemment de fabriquer soi-même, du fait maison, du local.
Et là, on a vraiment tous ceux qui ont une sensibilité écologique très forte qui vous parlent des produits de saison. C'est vraiment là le critère qui est très fort, évidemment, sur les fruits et les légumes. Et puis, l'autre moitié de la population va parler de la santé et va parler, évidemment, de ce qu'ils ont entendu depuis 25 ans. Premier programme national nutrition santé 2001. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, 10%. Et 29% vont parler de santé en parlant de ce lien entre alimentation pour soi et entre santé pour soi et santé pour la planète. J'ai même un verbatim de quelqu'un qui dit une alimentation saine et durable, c'est qu'elle soit bonne pour la santé de l'agriculteur, commence par ça, la santé pour la planète et la santé pour soi. Donc on a compris. Et puis ces 10%, et je vais en reparler, c'est ceux qui n'arrivent pas à manger, je vais vous parler de la sécurité alimentaire, qui vont vous citer des aliments indispensables. Et dans les aliments indispensables, c'est la viande, c'est le poisson, c'est les fruits, c'est les légumes. Donc tout le monde pense à ça. Quand je regarde de façon générationnelle, ça permet finalement de regarder ce qui va se passer à l'avenir, comment ont évolué les choses. Donc je vous mets les différences. Ici, c'est les mots qui sont cités par les uns et pas par les autres, c'est statistique. Évidemment, le bio, c'est cité par tout le monde, il n'y a pas de différence dans les générations. Mais par contre, vous voyez que ce sont les plus âgés. Donc les plus âgés ne pensent qu'au modèle agricole. Eux, ils pensent agriculture raisonnée, au traitement, aux engrais. Et c'est eux qui ont peur, qui sont les plus inquiets des pesticides et qui veulent du produit français locaux. Et vous voyez que plus on va vers chez les jeunes, et vous voyez que les 25-34 ans, ce sont ceux qui avaient 15 ans, qui étaient jeunes quand on a eu les premiers messages nutrition santé et qui, eux, ont dans leur tête, fruits, légumes, ne mangez pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. C'est vraiment les messages qui datent d'il y a un petit moment. Il faut du temps, en fait, quand on essaye d'améliorer l'information pour que ça rentre dans la tête des consommateurs. Et vous voyez que les plus jeunes, eux, ils sont sur une nouvelle notion qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus positive, qui va être des produits riches en nutriments. C'est cette fortification nutritionnelle qu'on a eu du mal à mettre dans la sélection végétale. J'ai fait aussi de la génétique quantitative dans mes études. Et cette question de penser, quand on fait de la sélection, que finalement ce qui compte le plus, c'est la qualité nutritionnelle de l'aliment, eh bien, on n'y est pas vraiment, mais les consommateurs les plus jeunes veulent des produits riches en protéines, évidemment, puisqu'évidemment, dans la société, on a aussi des changements du côté du fitness et du côté de la musculation. Donc il y a vraiment des évolutions qu'on voit arriver. Donc ce qui va arriver demain, c'est bien sûr beaucoup plus la nutrition, l'équilibre et d'aller vers des nutriments. Et les gens savent, les jeunes savent ce que c'est. Mais évidemment, par rapport au déclaratif, on rêve tous de bio, de fruits, de légumes, eh bien on n'y arrive pas. Et pourquoi? En effet, il n'y a qu'un quart des Français qui mangent 5 fruits et légumes par jour, parce qu'on a depuis eu une très grosse crise sur l'inflation, sur l'alimentation, les dépenses alimentaires. J'ai jamais vu ça de toutes les statistiques. Ça diminue en volume et c'est lié à évidemment des inégalités, une inflation qui a touché et qui touche encore, même si ça s'améliore. On a une insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, ça se mesure avec des indicateurs qui sont ceux qui étaient dans 1K3. Dans 1K3, on était à 11%. On est aujourd'hui à 32%. Dans mon enquête nutrimétrie, on est à 27%. Mais donc, on a augmenté. Et ce sont les jeunes. C'est un peu dramatique de le dire comme ça, mais c'est 58% chez les 18-24 ans qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Dans les items, c'est ne pas manger à sa faim, réduire les portions, sauter des repas, en milieu de mois, ne pas pouvoir manger certains produits parce qu'on ne peut plus les acheter. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille sur ces populations en insécurité alimentaire, donc bien sûr, ils mangent moins de fruits, moins de légumes, moins de légumineuses, ils sont plus nombreux à ne pas pouvoir manger de protéines animales dans la semaine, et ils sont beaucoup moins équipés. C'est-à-dire que ces sujets de la cuisine, c'est évidemment des choses qui ne concernent qu'une partie de la population. Parmi ceux qui sont en insécurité alimentaire, j'en ai 1 sur 3 qui ne veut pas faire de la cuisine. Et si je regarde l'équipement, j'ai 20% de ceux qui sont en insécurité alimentaire qui n'ont pas de réfrigérateur, un quart qui n'ont pas de four à micro-ondes. Ils n'ont pas d'équipement parce que, et si on pense aux jeunes, bien sûr, ils ont des conditions de logement qui font qu'ils ne peuvent pas faire la cuisine. Donc juste le fait qu'on ait une baisse de la consommation. Ici, si je prends en euros constants l'alimentation par habitant, eh bien on a en 2 ans moins 8% de dépenses par habitant.
On espère que ça ira mieux en 2025 parce qu'en 2024, ça continue de diminuer. Donc en effet, on n'a pas beaucoup de données pour mesurer la consommation. Donc on est en train de le faire avec les fruits, légumes, avec toutes les filières. On va avoir des chiffres qui vont sortir. Mais sur une façon juste de poser la question, c'est hier soir, qu'est-ce que vous avez consommé? Si je regarde entre 2019 et 2024, et j'ai pris que les produits les plus consommés, ce qui baisse le plus, ce sont les légumes frais et les fruits frais. Dans l'enquête qui va sortir en nutrimétrie, il y a une baisse sur la partie produits bruts. Sur les produits bruts, c'est moins 30% chez les enfants, entre 1K3 et nutrimétrie, et un peu plus chez les adultes. Donc on a des baisses parce qu'on a un régime qui évolue beaucoup plus vers des produits transformés. C'est-à-dire qu'on a beau tous rêver de faire la cuisine, la réalité, c'est que même si, si je prends depuis 50 ans, évidemment, les temps passés à faire la cuisine diminuent, même si ça s'est un peu stabilisé, et ça rediminue depuis le Covid, bien sûr, parce qu'on a des contraintes de temps, éloignement domicile-travail, le fait qu'on vive de plus en plus seul. Quand on mange seul, quand on est seul, eh bien on mange pas, on ne fait pas beaucoup moins la cuisine et on n'a pas du tout la même alimentation. Chez ceux qui sont en insécurité alimentaire, c'est important, on les oublie, il y a des hommes seuls. Évidemment, le partage des tâches étant ce que l'on sait, ils ne veulent pas faire la cuisine, ne font pas la cuisine. Donc il y a ces difficultés finalement à s'alimenter parce qu'on n'a pas les ustensiles. Je vous remercie. Super. On va faire un tour de table pour se présenter de manière personnalisée, puis on se lance dans un débat d'une heure pour se documenter. Francis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Francis Ouvrard, je suis président du groupe Mutualia et heureux de vous accueillir sur cette table aujourd'hui. Chantal. Alors, Chantal Gasquel, je suis secrétaire perpétuelle de l'Académie d'agriculture et dans ma vie antérieure, j'ai été chercheuse à INRAE. Je suis médecin, enseignant-chercheur à l'École internationale de la santé. Et je suis le cofondateur de la filière alimentaire Bleu Blanc. Très bien. Michael est avec nous aussi. Moi, Michael, on va changer de micro, c'est Tiffania. Bonjour, Michael Ménager de la Société Adéquation et Marketing. Nous sommes un institut d'études qui questionne très spécialisé dans le monde agricole, et nous avons réalisé pour le compte de Mutualia un baromètre en interrogeant des agriculteurs sur notamment leur santé et les maux rencontrés par la population agricole. En face, un chef, Eurotoc, Thierry, ravi de t'accueillir. Bonjour, donc Thierry Henriot, chef Eurotoc, et moi je suis assez spécialisé dans la réflexion sur les personnes âgées, la malnutrition. Alors, on va en parler également. Donc, ça roule sans aucune mesure. Producteur de la parlé avant, de fruits, le chef de maïs semence, je produis, je dirais, pour pouvoir aider à la consommation et à la santé des producteurs et des concitoyens. Philippe, merci d'être avec nous. Philippe Abar, donc je suis journaliste, je suis directeur de la rédaction de La France Agricole. Je m'intéresse depuis longtemps aussi à la santé. Pas bibliothèque, on va voir la presse nous est utile. Non, pour ça, il n'y a pas de belle. Marguerite. Présidente de la Fédération de retraités, spécialisée dans la retraite. Nous sommes bien sûr très sensibles à la santé de nos ressortissants qui, pour l'essentiel, sont d'anciens actifs agricoles. Très bien. Francis, je me tourne vers vous. Je ne vais pas parler au président, je vous l'avais promis, mais finalement à l'agriculteur, c'est ça qui est important parce que c'est vrai que quand on parle de santé et d'alimentation, on a toujours cette image d'Épinal. Vous savez, quand on est dans les allées, on peut arrêter les gens, on leur demande c'est quoi une exploitation agricole ou une ferme. Avec un petit peu d'humour, il y a toujours coin et loin dans la basse-cour. Il est loin ce temps-là, bien évidemment. L'agriculture a changé forcément son mode de fonctionnement. On va voir si le bien-être, en tout cas, est toujours au cœur de vos vies du quotidien. Francis, vous êtes dans quelle région? Oui, donc moi je suis de la région à côté de La Rochelle, dans le Marais Poitevin, c'est un peu plus connu. Donc je suis
je veux dire, exploitant agricole en production céréalière. Donc, on est en production de blé, de maïs, de tournesol, bien sûr aussi pour faire les pâtes et la semoule. Et depuis quelques temps, on s'est porté sur un nouveau produit qui est le pois chiche, parce qu'il y a une demande auprès de la part de la coopération sur les pois chiches. Donc, c'est un produit nouveau pour nous. Donc, on a à cœur de faire ce nouveau produit. Et c'est vrai que moi je triche un peu parce que depuis un an je fais la retraite, j'ai transmis à mon fils. Voilà, donc j'ai eu à cœur de faire de ce métier-là pendant 40 ans pratiquement. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de faire des bons produits, des produits de qualité. Bon, certes en quantité c'est important parce que c'est une surface de 200 hectares, bon ça reste des surfaces céréalières correctes. Mais on a toujours à cœur de faire des bons produits pour que ce soit des produits sains. Vous êtes coopérateur? On est coopérateur, oui. Est-ce qu'on mange, quand on est un coopérateur, les produits de son exploitation? On en garde un petit peu pour soi? Toujours, oui. Toujours, ça c'est toujours. important. Les produits qu'on peut consommer, je veux dire, le blé dur... Oui, le blé dur c'est plus difficile. Non. On va attendre que ça devienne des pâtes. Non, mais les pois chiches, c'est facile à faire. Oui, on peut les garder. Est-ce que les récoltes de sec, donc on peut les... Je vais démarrer tout de suite la question. Elle est fondamentale entre l'alimentation et puis aussi, je dirais, la démarche physique et mentale. Le fait d'avoir transmis, on l'évoquera parce que c'est une vie de travail. Oui. Ça fait, j'imagine, du bien de savoir que les enfants reprennent. Oui, tout à fait. Moi, je suis très satisfait d'avoir pu transmettre à mon fils. Bon, il a fait les écoles d'agriculture, donc ça, c'était déjà une satisfaction. Et il est resté intéressé au projet. Il a les mêmes ambitions que moi, il travaille de la même manière, enfin, je veux dire, pour faire des produits de la même sorte, je veux dire, de qualité. Et ça, c'est toujours enrichissant, ça fait plaisir de voir qu'on a transmis quelque chose et il le porte. Voilà, Justement, on avait une image, je blaguais tout à l'heure avec nos amis les canards et les cochons, mais est-ce que vous avez une pédagogie de la santé dans le monde agricole? On a cette image un peu de dureté, on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir à la lueur non pas de la bougie, mais de l'ampoule, il faut faire tout l'administratif. Est-ce que finalement... C'est un métier un peu compliqué. C'est vrai qu'on a beaucoup de pôles d'activité dans le côté administratif qui nous prend du temps. Il y a même un peu de stress parce qu'il ne faut pas se tromper non plus, là, parce que ça engage beaucoup d'argent. Et puis après, on a le stress de la météo, parce qu'on veut travailler bien, on veut travailler la terre, donc le bois c'est encore plus compliqué, parce que dans les terrains de marais, des terrains argileux, donc la terre est fragile, il faut la prendre avec soin. Donc il faut faire attention à bien travailler notre terre dans les bonnes conditions météo, et à chaque fois on est un peu stressé par tout ça, on doit dépendre un peu de cet environnement météo. Ce stress il vient parce que de peu pour que tout soit mis à brûler. Oui. La problématique elle est là, on peut être pendant 2 mois très bien, et puis une catastrophe climatique, 2 jours, 3 jours, et voilà, part à zéro. Ça fait partie de notre métier. Bon, avec l'âge, moi j'ai appris que voilà, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, à un moment donné, on arrivera toujours à le faire, même si c'est pas maintenant, ça sera dans un mois ou dans... Enfin bon, je parle d'esprit et tout ça, où les récoltes, il faut les faire dans l'instant, je veux dire, on ne peut pas se permettre d'attendre. Mais les travaux du sol, tout ça, on apprend avec le temps dans notre métier à être patient, parce que ça fait partie de notre métier. Il faut savoir être patient. Bon, je sais que mon fils il est un peu moins en ce moment, parce qu'il est jeune, il démarre son projet, donc il a pris un peu plus peur qu'un ancien qui avait déjà stabilisé financièrement. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a toujours peur que ça arrive. C'est un peu compliqué. Toute chose n'est pas comparable en fait. La vie des urbains, elle est aussi très exposée à d'autres choses. Et ce que j'ai vraiment entendu, c'est que les bonnes pratiques, finalement, dans la manipulation des produits est essentielle. Hein. Les entrées de champs, les manipulations. Voilà, ça c'est pour le premier sujet. Je voudrais rebondir aussi sur une séance qu'on a fait autour des femmes en agriculture. On a eu des très beaux témoignages et toutes ont dit les équipements ne sont pas adaptés aux femmes. Il faut travailler sur les équipements. Et donc je suis très contente d'entendre ça parce que ça a été vraiment un des soucis. Et troisième fait, c'est plutôt par rapport à votre intervention. On a un académicien qui est M. Lenoir qui a participé récemment à un colloque sur la santé mentale, c'est-à-dire finalement les stress des agriculteurs. Et on a été vraiment, j'ai été étonnée des chiffres de son intervention qui montraient à quel point
ce problème était majeur et sous-estimé. Pourquoi? Parce que finalement, bon, on peut dire l'isolement, on peut dire la paperasse, mais il y avait aussi beaucoup, finalement, des incertitudes. Le climat, le changement climatique, la volatilité des prix, en fait, économiques. Donc, toutes ces incertitudes pèsent. Et ça, confronté à un certain isolement des populations, en fait, agricoles. Donc, voilà, troisième exemple.